Merci hein, aux organisateurs pour cette invitation à venir présenter rapidement le collectif Labo 1.5. Donc, la présentation, elle a été préparée par Tamara Benari, qui est agronome, et moi-même, qui suis donc astrophysicien et chercheur au CNRS. Et donc, je travaille à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Alors, j'ai un nouveau problème, c'est que je ne peux plus passer les diapos. Ok. Alors, excusez-moi, décidément. Ok, ça a l'air de fonctionner. Alors très rapidement, hein, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été dites par Christelle. Donc le contexte, comme vous le savez, c'est celui d'une actualité hein, climatique qui est extrêmement chargée, avec peut-être une particularité depuis quelques années qui est des événements de plus en plus récurrents, notamment des vagues de chaleur, et qui, même si les attributions de ces phénomènes naturels au changement climatique sont parfois difficiles, ça crée dans la communauté, dans la population, un ressenti réel du changement climatique qui est quelque chose peut-être d'assez nouveau. Par ailleurs, donc, il y a évidemment le rapport 1.5 qui présente des résultats qui étaient attendus, mais qui sont quand même sous une forme plus alarmiste que dans les rapports précédents. Il y a aussi l'émergence ces dernières années des grèves climatiques mondiales qui portent une parole scientifique au sein de la jeunesse. Et puis, un certain nombre de tensions politiques hein, autour de la question du changement climatique, avec l'avènement de collectifs qui ont décidé vraiment de s'attaquer à la question avec une approche relativement radicale. Et puis, enfin, l'avènement de nouveaux outils au niveau de l'État pour traiter ces questions, notamment le Haut Conseil pour le climat et puis la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça, c'est un contexte général. Et évidemment, nos établissements de recherche, nos universités sont traversés par tous ces questionnements-là. Les jeunes nous interpellent sur ces questions-là et évidemment, ça pose la question de comment le monde scientifique, la recherche en général, se positionne sur l'accompagnement de cette transition qui est nécessaire. Alors, au sein de la communauté scientifique, il y a quelque chose qui vraisemblablement est partagé par une partie importante de la communauté. Ce que vous voyez ici sur la droite, c'est une enquête qui a été réalisée au sein de… Alors Olivier, au moi moment de l'émergence. personnellement, excuse-moi de te couper, personnellement, je ne vois pas tes diapos défiler. Je ne sais pas si c'est le cas de d'autres personnes. Ah, alors, Pas de diapos. Ça y est, désolé, ça bouge. ça C'est mieux. bouge, mais je crois que quand je mets en plein écran, j'ai l'impression que Là, ça marche pas bien. c'est correct, on voit bien, hein. Donc tu peux Je vais laisser comme laisser ça. comme ça. Oui. Hein. Ok. Donc, lors d'un sondage hein, qu'on avait fait au moment de l'émergence du collectif Labo 1.5, il y a environ 2 ans, on avait posé la question dans 2 communautés, en astrophysique et en sociologie, de savoir si les collègues avaient considéré changer de domaine de recherche ou de métier pour se consacrer à la question de l'urgence climatique. Et on avait été assez surpris de voir que près d'un quart d'entre eux, en réalité, souhaitaient vraiment changer de trajectoire pour se consacrer à cette question. Et donc, on l'a interprété comme une envie, un besoin d'être utile au sein de la communauté. Et puis, une difficulté, une forme de contradiction entre nos pratiques en tant que scientifiques et puis les résultats de la recherche. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frénésie, une suractivité, le fait de voyager beaucoup, de prendre l'avion, qui crée une forme de dissonance entre eh bien, les résultats de la science et puis les pratiques des scientifiques. Donc ça, c'était un constat. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le paysage au moment de l'émergence de la Labo 1.5 ? Il y a un certain nombre de choses hein, en réponse à ces questionnements. Il y a des initiatives institutionnelles qui existent, par exemple à l'échelle de certaines universités comme l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il y a des réseaux, par exemple aux États-Unis, un réseau Second Nature entre certaines universités dont l'objectif est de réduire l'empreinte GES pour l'ensemble de ces établissements.
Il y avait aussi un ensemble de prises de position individuelles dans la presse ou dans les revues scientifiques, hein, notamment pour inviter à moins prendre l'avion. Il y a aussi des groupes de plaidoyer, Scientists for Future ou No Fly Scientists. Donc, comme son nom l'indique, l'idée là, c'est d'arrêter de prendre l'avion dans le cadre de son travail. Et puis, les ateliers régionaux, hein, dont Julien vient de parler, notamment l'atelier d'écologie politique. Donc, dans tout ce contexte, c'est à ce moment donc, que le collectif Labo 1.5 a émergé. Et donc, la première étape, ça a été, avec un certain nombre de collègues, de formaliser un constat commun avec des gens de toutes les disciplines et de publier donc, ce constat sous forme de tribune dans le journal Le Monde. Et la publication de cette tribune, elle a été adossée à un site internet qu'on avait développé à ce moment-là, qui permettait aux personnes qui étaient intéressées par cette question de venir s'inscrire et donc de rejoindre le collectif. Une des premières choses, hein, ça a été de répertorier, de donner de la visibilité aux initiatives en France qui existaient dans leur diversité. Et puis, une fois qu'on a eu plusieurs centaines, jusqu'à maintenant 2000 abonnés de toutes disciplines, pardon pour la typo, eh bien, d'essayer d'organiser ces forces et de les fédérer autour de questions qui nous semblaient intéressantes. Et donc, on a créé un certain nombre d'équipes qui sont détaillées ici sur la droite. Alors, une idée, peut-être une originalité du collectif Labo 1.5 par rapport à l'existant dont je vous ai parlé rapidement, c'était qu'on voulait faire de la recherche sur la recherche. Et on voulait, dans ce cadre, se réapproprier le temps et nos libertés académiques hein, pour faire ce travail de production scientifique et s'inscrire hein, dans le cadre de la méthode scientifique, c'est-à-dire se soumettre à l'évaluation par les pairs, en particulier la publication dans des journaux à comité de lecture. Et puis au passage, et donc j'ai entendu que Christelle en disait un mot là, pendant que j'essayais de me reconnecter, former les étudiants grâce à la diversité des compétences et des disciplines dans le collectif. Donc, on essaie de contribuer aussi à cette formation. Alors, on a commencé, une des premières choses qu'on a faites, c'est essayer de fournir un outil à la communauté pour la réalisation des bilans gaz à effet de serre dans l'objectif de produire une estimation de l'empreinte carbone de la recherche au niveau français. Et donc, pour cela, l'équipe Empreinte, qui est coordonnée par Odile Blanchard et Olivier Aumont, avec l'aide de Jérôme Mariette, qui est un développeur qui est à l'INRAE à Toulouse, ont mis au point un outil donc, qui s'appelle GES 1.5 et qui permet à un laboratoire de s'en saisir et en remplissant un certain nombre de choses à l'intérieur de cet outil, il est possible d'obtenir un bilan gaz à effet de serre de son laboratoire. Et puis, évidemment, les données qui sont renseignées sont centralisées au sein de Labo 1.5. Et avec ces données-là, on va pouvoir analyser les résultats, regarder les inégalités, les distributions en fonction des différents territoires, etc. Et puis, publier, hein, évidemment, tous ces résultats. Alors actuellement, on a lancé l'outil mi-octobre, donc ça fait à peine un peu plus d'un mois, pardon. Et il y a actuellement 59 laboratoires qui ont commencé la réalisation de leur bilan gaz à effet de serre. Et à noter aussi hein, que sur cet outil, il y a une recommandation de la présidence du CNRS auprès de l'ensemble des directeurs et directrices d'unité pour utiliser cet outil pour la réalisation des bilans gaz à effet de serre des laboratoires. Alors, il y a d'autres activités, je n'ai pas beaucoup le temps de rentrer dans les détails, mais il y a aussi une vaste enquête nationale, donc une approche de sociologie quantitative qui est menée par Mylène Boucher et d'autres collègues sociologues. Donc, ils ont réalisé une enquête nationale qui a été diffusée dans la communauté, à laquelle peut-être certains d'entre vous ont répondu. Et donc, pour le moment, on a obtenu environ 7000 réponses, hein, donc c'est considérable, avec une diversité en termes de profil des personnes qui ont répondu, qui est illustrée ici sur la droite. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des personnes de tout type de statut. Hein, et pour les disciplines, on a également une très bonne répartition. Alors, une chose qu'on peut questionner avec cette enquête, hein, c'est on peut interroger par exemple le lien entre les pratiques comme l'utilisation de l'avion et la production scientifique, qui est un sujet d'étude dans la littérature. Il y a plusieurs articles dans la littérature scientifique aujourd'hui qui traitent précisément de cette question. Donc là, c'est simplement un exemple illustratif pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type de données. Ce qui est montré ici, c'est le nombre de publications de personnes en fonction du nombre de vols aller-retour qu'ils ont effectués sur une période. Ce que vous voyez à droite, hein, la première boîte, entre guillemets, contient les personnes qui ont effectué 0 vol dans l'année. Et donc, on voit la médiane, c'est le trait rouge.
du nombre de publications est autour de 4. Et quand on se décale vers la droite pour aller jusqu'à plus de 10 vols par an, on voit que la médiane est au-delà de 10 publications pour les gens qui ont pris beaucoup plus l'avion. Donc, ce que ça met en évidence, c'est en fait une forme de couplage entre la production scientifique et l'utilisation de ressources et d'énergie, et là, en l'occurrence, l'utilisation de l'avion. Alors, en parallèle de ces choses qui sont assez quantitatives, on a aussi proposé la mise en place d'une approche ethnographique, donc avec une thèse qui a débuté en 2020 et qui porte donc sur la sociologie politique de la mutation climatique, le cas de la recherche française. Et donc là, vraiment avec une combinaison d'entretien et des approches vraiment de l'ethnographie. En parallèle de ça, on essaie d'articuler la réflexion intellectuelle aussi. Donc, c'est Patrick Hennenbel qui coordonne cela au niveau du collectif, avec une production de textes issus de ses travaux. On essaie d'avoir une validation collégiale de ces textes qui sont donc publiés et puis ensuite parfois repris dans la presse. Et puis, la production d'enseignements de niveau université sur le changement climatique également. Alors, il y a aussi tout un travail transverse qui est très souterrain, et donc là, on voulait quand même en dire un mot, qui est mené par les personnes qui sont citées ici, notamment en ce qui concerne toute la bibliographie, la communication interne et externe, la gestion des listes de diffusion, l'authentification des membres, etc. Tout un travail technique de l'ombre, la gestion des serveurs, et donc c'est un gros travail derrière, avec aussi une réflexion sur ces questions-là au niveau environnemental. Et puis, à mentionner aussi le colloque Labo 1.5 qui a eu lieu le 6 novembre dernier et auquel il y a eu environ 700 participants et qui nous a permis de tester des outils pour faire des conférences en ligne. Donc, l'outil Crowdcast qui permet de diffuser un grand nombre de personnes. Et puis, l'autre petite illustration que vous voyez sur la droite, là, c'est un outil qui s'appelle GatherTown, qui est un environnement virtuel dans lequel on peut se déplacer et dans lequel on peut faire des sessions postères. Alors, pour la suite, il y a des outils qui vont être mis à disposition du collectif Labo 1.5. D'une part, une association loi 1901 qui a été créée, qui nous permet une certaine autonomie, et notamment pour la gestion financière et la gestion des données que nous collectons. Et une interface avec les tutelles via la création d'un groupement de recherche, donc un GDR, qui va nous permettre d'avoir une interface officielle avec les établissements et qui permet, excusez-moi, au personnel de déclarer du temps sur les projets. Et ça nous permet aussi d'avoir une existence administrative, des lignes de crédit. Voilà. À noter que la participation à ce GDR est une participation individuelle. Alors, je finis en disant un mot sur les relations aux grands établissements de recherche et aux universités. Donc, la relation entre le collectif et ces établissements, la posture, ça a été de discuter avec tous les acteurs et de démarcher les tutelles, mais de garder une certaine autonomie et de maîtriser notre agenda. Et que ce qu'on voulait, c'était d'abord quantifier et comprendre et continuer à faire notre métier. Et donc, l'idée, c'était que on ne voulait pas arriver avec des solutions toutes faites qu'on transmettrait aux organismes et qui les appliqueraient ensuite en top-down, je dirais. Et donc, l'idée de fond, c'était que la communauté est la mieux armée pour trouver les solutions de façon autonome, par exemple à l'échelle des laboratoires. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.